Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League. Aujourd'hui, on revient sur la semaine 7 de compétition et petite preview de la semaine 8, une semaine où on va pouvoir respirer un peu. Il n'y a pas d'énormes match-up, mais en tout cas, on a vécu une semaine pleine de rebondissements avec une petite surprise que j'avais prévue. Je suis assez fier de moi. Je crois que je fais 4 sur 4 sur les pronos sur ce week-end-là. Bon, c'était pas très compliqué non plus, mais allez le faire quand même. Quoi dire sur cette semaine? Alors c'est vrai qu'on a eu un énorme choc, en tout cas ce qu'on pensait être un énorme choc, et finalement ça n'a pas été si serré que ça, parce que Harvard est tout simplement la meilleure équipe de la Ivy League cette année. Alors il reste encore quelques matchs à jouer, mais pour l'instant c'est le bilan qu'on peut tirer à 3 semaines de la fin de la saison. Bref, on va commencer par le commencement, donc par le match du vendredi soir. Donc c'était Brown qui se déplaçait du côté de Penn, victoire des Quakers 28-21 dans un match qui a été assez sympa à suivre quand même, avec une bonne prestation de Brown qui a embêté jusqu'au bout Penn, ce qui était pas forcément attendu. Donc voilà, donc victoire 28-21 des Quakers, grâce notamment au jeu au sol, plus de 200 yards pour eux au sol face à une défense des Bears qui a eu du mal à arrêter le jeu au sol de la part des Quakers. 5,6 yards par course, ce qui est vraiment plus mal du tout, avec un trio de coureurs, Shane Williams Jr., Liam O'Brien, le quarterback, et Dante West, chacun plus de 60 yards avec par exemple plus de 10 courses. Et en face, par contre, la course a été complètement inexistante. Alors, je sais pas ce qui se passe cette année avec les Bears au niveau du jeu au sol, parce que Matt Childs a pas tant couru que ça, 9 portées pour lui. Quentin Brown, seulement 2 courses pour lui, alors je sais pas trop. Je pense que c'est quand même un problème de ligne offensive. Hein. On l'a vu sur le match, du mal à vraiment une ligne offensive unidimensionnelle, vraiment pas mal pour bloquer James Murphy, le quarterback qui finit encore en 31 sur 44 et 2 TD. Mais malheureusement, l'absence de jeu au sol fait que une attaque unidimensionnelle, même si votre quarterback est bien talentueux comme Les Murphy, ça ne suffit pas. En face, effectivement, on a vu des Quakers qui ont pu utiliser le jeu au sol pour, mine de rien, pour clôturer le match. Ça a été hyper important. Ils ont terminé le match avec un long drive qui a permis de bien étirer le chrono, et je pense que c'était surtout ça le plus important. Ils ont vraiment marqué des touchdowns après des drives relativement longs, et donc voilà, c'est ce qui fait très clairement la différence sur cette fin de match, puisque voilà, ils ont mené 28-14 avant le début du quatrième quart, et après ils ont pu courir et faire tourner la cloche, ce qui était le plus important. Petit hats off, en tout cas, mention spéciale à Jaden Drayton, le retourneur de kick-off de Penn, qui peut-être pas fait gagner le match sur une action, mais en tout cas un retour de kick-off de 57 yards qui permet à Penn de marquer le touchdown pour monter à 28-14 et qui enterre définitivement les Bears. Il est d'ailleurs le joueur de l'équipe spéciale de la semaine du côté de la Ivy League. Voilà, donc victoire de Penn qui se replace tranquillement mais sûrement. Ils font partie de ces équipes du milieu du classement qui sont plutôt intéressantes à voir. Assez surpris quand même des Bears, que j'ai trouvé plutôt bon quand même malgré la défaite. On peut regretter l'absence de jeu au sol, mais voilà, ça a été... je pense effectivement la grosse difficulté de l'année, malgré sur le papier le meilleur one-two punch du pays, de la conférence, mais voilà, malheureusement ça ne s'est pas confirmé sur le terrain. Les Quakers qui sont à 3-1, qui ont toujours une chance d'accéder au titre de la Ivy League quand même, parce qu'ils vont se déplacer à Harvard, et donc s'ils battent Harvard, ils prendront le tiebreaker et donc potentiellement la victoire de la conférence. Mais il reste encore 3 semaines, donc on a le temps d'y revenir, ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, alors maintenant on va passer au match de 18h, du samedi, pardon. On va commencer par Columbia qui se déplaçait du côté de Yale, un match qu'on pensait être à sens unique, et finalement Columbia a plutôt bien tenu quand même, victoire 24-10 de Yale. Alors Yale aurait pu affronter le clou en toute fin de match, mais Josh Pitsenberger a préféré take a knee que marquer, pour faire tourner le chrono, hein. Voilà, c'est aussi ça le sport, hein. Le score, en est une chose, mais le plus important c'est la victoire. En faisant ça, ils étaient au moins sûrs et certains de remporter le match. Alors, j'aurais eu du mal à voir cette attaque, qu'on soit très clair, des Lions marquer 2 TD pour finir le match, même 3 TD pour revenir.
Mais bon, sait-on jamais. Donc voilà, match solide de Yale, sans être dingue non plus, qu'on soit très clair. J'attendais un petit peu plus quand même de la part des Bulldogs, mais l'essentiel a été fait, c'est-à-dire une victoire. Et voilà, et c'est ce qu'il faut de toute façon, puisque Yale, ils ont un objectif, c'est The Game qui arrive dans 2 semaines maintenant, et qui, à mon avis, sera hyper important et pour Yale, et pour Harvard, et pour la conférence même dans son intégralité. On reviendra dessus. Columbia, toujours aussi compliqué, une ligne offensive voilà, qui a pleine de trous. Chase Goodwin, 5 sacs contre lui. Forcément, du coup, c'est plus compliqué pour trouver des timings de passe intéressants. 15 sur 30 pour lui, il a fait ce qu'il a pu. 10 pénalités pour Columbia. Alors, je parle rarement des pénalités, mais là, ça a été assez important sur ce match-là. Donc voilà. Mention encore une fois, Josh Pinsenberger, très bon au poste de running back, qui marque un TD de 80 yards, voilà, qui fait du bien dans le terreno tranquillement, 179 yards et 2 touchdowns pour lui. Donc voilà, donc ça monte en puissance doucement sûrement du côté de Yale dans un match où ils n'ont pas eu à forcer leur talent. On va partir maintenant du côté du petit, on va dire, surprise de la semaine. C'est Cornell qui s'est imposé face à Princeton 20-17 dans un joli match, dans un joli comeback de la part du Big Red. Princeton, ça fait 2 fois de suite où il ne marque 0 points en deuxième période. Alors je sais pas trop ce qui se passe, je sais que ça commence un peu à râler du côté des Tigers qui se disent qu'est-ce qui se passe, notamment au niveau du poste de coordinateur offensif qui n'arrive pas à trouver des solutions en deuxième mi-temps. Ça a été le cas. Pourtant, Princeton menait 17-7 à la mi-temps, donc ça a été plutôt bien mené de la part des Tigers. Et puis derrière, un bon match de Garrett Bass-Sulpicio. Alors j'ai vu que beaucoup l'appellent GBS, alors je vais commencer à l'appeler GBS aussi. Match sérieux pour lui. Pareil, je pense que ça sera vraiment un joueur à suivre l'année prochaine parce qu'il montre vraiment des bonnes choses pour sa première année en tant que quarterback titulaire. Et comme je dis, ce profil de dual threat, on aime beaucoup en Ivy League et ça se confirme. Alors, c'est pas extraordinaire au niveau de la passe, 15 sur 25 pour 117 yards, 2 TD et une interception, mais plus de 40 yards au sol, et puis ça suffit pour faire remporter le match, qu'on soit très clair. Mention spéciale quand même au jeu au sol de Cornell. Alors, Jordan Triplett, moins en réussite que la semaine dernière, avec seulement 72 yards et pas de TD pour lui, mais toujours est-il que ça l'a fait pour Cornell. Mention aussi spéciale du côté de la défense de Cornell pour notre ami Ben Saakian, le joueur défensif de l'année de la semaine en Ivy League, ni plus ni moins. Il a fait un match vraiment très costaud avec 2 fumbles, je crois 1 sac et demi ou 5 tacles, enfin bref. Un match vraiment très très complet de la part de Saakian qui a permis à Cornell de faire son retour. Et donc Cornell, mine de rien, ils sont sur 3 ou 4 victoires de suite. 3 victoires de suite. Donc c'est quand même plutôt très impressionnant de la part de Cornell. Puisque voilà, on s'attendait à une année vraiment galère. Et puis finalement, ils se relancent bien. Je crois que c'est la première année depuis 2016 où Cornell remporte 3 matchs de suite. Donc ça vous donne quand même une idée de l'état dans lequel le programme est. Mais en tout cas, voilà, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant de la part de Cornell de pas lâcher. Ça fait 3 semaines de suite où il lâche pas et il remporte le match à la sortie. Donc vraiment très content pour le Big Red. Princeton par contre, c'est carrément la soupe à la grimace. Ça fait maintenant 3 saisons qu'il retombe quand même dans le ventre mou de la Ivy League. Va falloir rebondir parce que c'est quand même pas les standards du programme et je pense quand même que que Bob Suras il peut quand même poser des questions sur son poste parce que même s'il y a du talent, Ethan Clark fait encore un bon petit match. Alors Kekolan, ça a été un peu plus compliqué, pas mal de déchets au poste de quarterback, mais Ethan Clark, une énorme surprise cette année, pas surprise, mais en tout cas une confirmation cette année. Donc il confirme qu'il sera probablement l'un des meilleurs coureurs l'année prochaine en Ivy League. Mais si on met ça de côté, c'est quand même une saison vraiment galère. Bilan de 3-4, 2-2 en Ivy League. Alors certes, ils ont affronté déjà Harvard, donc voilà, le calendrier est déjà un peu compliqué. Mais bon, il y a 3 derniers matchs qui sont
vraiment très relevés, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer Dartmouth, Yale et Penn, qui sont probablement les équipes 2, 3 et 4 en Ivy League. Donc je pense que ça va être quand même compliqué pour eux d'espérer quoi que ce soit sur cette fin de saison. Là, ils sont en bilan 2-2, donc mathématiquement, ils ne sont pas éliminés pour la victoire en Ivy League, mais quand même, je pense que ça va être un petit peu juste au final. Et puis Cornell, mine de rien, ils sont aussi en 2-2, donc voilà, chapeau bas à Sandstrom, le nouvel entraîneur, enfin l'entraîneur depuis 2 ans maintenant du Big Red. Félicitations à eux, puis on sait jamais, on va voir à quoi ça ressemble sur cette fin de saison, mais ravi de la trajectoire du Big Red cette année. Voilà, dernier match dont on va parler, c'est bien évidemment ce que j'avais annoncé comme probablement le match de l'année, puisque avec The Game, parce que voilà, le vainqueur prenait un pas très important sur la victoire en Ivy League et par la même occasion la victoire, la place de qualification au college football playoff, pas du tout, au playoff FCS, au college football playoff, ce sera peut-être dans quelques années, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc c'était Harvard Dartmouth. Alors, il y a eu pas vraiment de suspense, qu'on soit très clair, victoire 31-10 du Big Green. Alors, à la fois, Dartmouth était loin, très loin et très près. C'est-à-dire que il y a un début de comeback au milieu du troisième quart où il y a 10 points, il y avait 17-0 à la mi-temps, le Big Green revient à 17-10, et puis il y a un drive assez mal mené de la part du Crimson où ils sont à 2 doigts de punter tout simplement, et puis il y a une faute contre Jaden Craig, en tout cas un refus de passeur ou un personal fault, je sais plus, qui est sifflé sur une faute sur Jaden Craig, qui donne un first down à Harvard, et derrière il déroule, il marque un touchdown et il plie le match. Donc voilà, donc c'est un petit peu, je pense que le Big Green pour sortir avec quelques regrets, alors pas énorme mais quelques regrets quand même, parce que quand on prend un peu de hauteur, il n'y a pas eu photo, hein. Le Crimson c'est vraiment, je pense, un niveau au-dessus. Jaden Craig, encore une fois, pas parfait parce qu'il lance 2 interceptions, mais vraiment un joueur vraiment extraordinaire. Je pèse mes mots quand je dis ça, il est vraiment très précis. Alors, et c'est vrai que, alors bon, j'ai pas de talent de scout, mais voilà, d'après ce que je comprends, il attire quand même il y a quand même des scouts NFL qui débarquent, qui sont sur les matchs de Harvard. Alors pas que pour lui, mais voilà, je pense qu'il intrigue quand même un peu. Et je pense que je prends le pari. Alors, si on ne part pas à draft, qu'il partira en FBS l'année prochaine pour jouer dans un programme du Power 4, j'en suis intimement persuadé. Donc voilà, donc encore une fois, Jaden Craig qui prouve qu'il est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la conférence avec Pitsenberger. Voilà, Xavier Bascon au sol, pas de souci non plus. Et puis voilà, la défense de Harvard qui a été vraiment, encore une fois, excellente. Seulement 261 yards encaissés, notamment avec une énorme défense au sol. Seulement 61 yards pour le Big Green. Grayson Saunier, je parlais de cette capacité à courir. Et en fait, ça s'est absolument pas vu, seulement 16 yards en 15 courses pour lui. Donc vraiment une excellente lecture défensive de la part du Crimson, qui n'a pas laissé le Big Green mettre son jeu en place. Et donc voilà, on va dire que quand Grayson Saunier n'est qu'un passeur, c'est forcément un petit peu plus compliqué. Et puis voilà, DJ Crowder n'a pas pu faire des miracles de son côté, face à une excellente défense de Harvard. Je trollais à moitié quand je parlais vous ferai pas les surpris quand Harvard sera champion FCS. Mais plus les semaines passent, plus il prouve quand même qu'il pourrait embêter un peu n'importe qui. Et là maintenant, l'objectif d'Harvard, c'est d'avoir le seed le plus élevé, je pense. Enfin, en tout cas, de finir la saison le mieux possible, potentiellement invaincu pour avoir le seed le plus élevé possible en playoff FCS, parce que, qu'on soit très clair, à part North Dakota State, je pense que toutes les équipes sont prenables par le Crimson. Voilà. Bien sûr, je vous laisserai revenir sur cette phrase quand le Crimson perdra au premier tour des playoffs. Mais voilà, moi j'ai vraiment une énorme vraiment foi dans cette équipe parce que offensivement et défensivement c'est vraiment très costaud et ça se confirme semaine après semaine. Il y a des receveurs vraiment talentueux partout, Brady Blackburn, Seamus Gilmartin, Dean Boyd. Enfin voilà, il y a du talent vraiment partout. Et voilà, il y a cette capacité à vraiment faire tourner. Voilà, je parlais des running backs qu'on voyait qui tournaient beaucoup. Ça a aussi encore été le cas. Vous avez Bascon, DJ Gordon, Jordan Harris qui sont vraiment partagés les portées. Ils n'ont pas eu à forcer leur talent. Ça a été un petit peu plus compliqué vraiment au sol par rapport à d'habitude. Mais voilà. Mais la défense est tellement à un niveau au-dessus que je pense que voilà, on voit quand même qu'en termes de talent pur, il y a cette année une différence de niveau important entre Harvard et le reste. Alors, Yale.
pourra tout à fait battre Harvard sur un match, hein, je dis pas le contraire. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'il a montré, il y a vraiment Harvard et les autres. Même si les autres ne sont pas loin d'être dégueulasses, on voit semaine après semaine. Hein, Yale a donné du fil à retordre, peut-être pas. Columbia, pardon, a donné, s'est bien battu contre Yale. Cornell a tapé Princeton. Donc voilà, donc les équipes qui sont dans le bas du classement ont quand même du talent. Mais voilà, Harvard est quand même vraiment un niveau au-dessus. Alors, on va passer aux matchs de la semaine qui vont arriver. Alors, comme je vous ai dit, ça va pas être une semaine extraordinaire. On a, donc, voilà, vous l'avez compris, plus que des matchs entre équipes de la Ivy League. Un match le vendredi soir, c'est Harvard qui se déplace du côté de Columbia à 1h du matin. Et après, on a 3 matchs à 18h ou 19h. Yale à Brown, Cornell à Penn et à Princeton à Dartmouth. Alors, il n'y a pas d'énormes confrontations. Je pense que on va passer quand même relativement vite sur la preview de ces matchs-là. Je pense que Harvard va s'imposer du côté de Columbia tranquillement, hein, qu'on soit très clair. Le spread est carrément de 30 points, voilà, 30.5 en faveur d'Harvard. Voilà, donc je pense que l'objectif, ça sera de finir le match sans casse, de la meilleure des façons. Même si le match est du côté de Manhattan, je me fais vraiment aucune illusion quant au résultat final. Donc je veux dire Harvard, ça m'étonnerait pas que le spread ne soit pas couvert par contre, parce que voilà, je pense que c'est pas dans l'objectif de Harvard et je pense que le but c'est juste de remporter le match. Columbia, voilà, aura peut-être à cœur voilà, de prouver qu'ils sont pas si mal que ça, mais je me fais beaucoup de soucis, notamment offensivement, parce que la ligne offensive avec les blessures face à la défense de Harvard, je pense que ça sera très compliqué. Donc je vais donner Harvard, mais la couverture du spread par Columbia. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme match? Alors, il y a un match à 18h, Yale qui se déplace du côté de Brown. Brown qui a plus rien à jouer, Yale qui, voilà, au contraire, va arriver sur 2 matchs relativement ouverts pour eux. Donc voilà, le but c'est de les remporter. Pareil, pas de casse et de préparer au mieux le 2 games dans 2 semaines. C'est 2 déplacements, Brown plus Princeton, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais je me fais quand même pas trop de soucis pour les Bulldogs qui sont favoris de 10 points et demi. Donc voilà, donc ce match-là, il aura pour vocation aussi de se rassurer peut-être défensivement, de se tester face à un quarterback qui est plutôt bon. On a vu que l'attaque au sol de Brown c'était compliqué, donc voilà, donc je pense que ça va être aussi l'occasion de prouver que la défense au sol fonctionne également. Voilà, donc un bon test pour la défense de Yale, notamment contre la passe. Et puis voilà, je pense que l'objectif va être très clairement de passer la difficulté des Bears sans difficulté, très clairement, et de remporter le match tranquillement pour basculer en 4-1 en Ivy League, 6-2 sur le bilan de l'année, et pour viser encore une fois cette place en playoff et cette victoire contre Harvard en dernière semaine. À 19h, maintenant 2 autres matchs. Alors, le match le plus intéressant de la semaine, c'est Cornell-Pennsylvania. Alors, déjà, c'est un match de rivalité, hein, c'est le trophée, la Trusty Cup, donc ça sera la 131e confrontation entre les deux programmes. Penn mène 78 victoires à 47. Je pense que c'est un match qui va être sympa à suivre, parce que c'est 2 équipes qui sont dans une bonne dynamique, et je pense qu'on aurait pu penser qu'en début de saison, Penn allait faire qu'une bouchée de Big Red, mais attention, quand même. Moi, j'aime bien ce que j'ai vu de la part du Big Red, j'aime bien aimer ce que j'ai vu de la part des Quakers aussi, donc c'est un match qui va être plutôt sympa à suivre. Je pense que Penn est favori de 10 points et demi d'après ce que me dit Vegas, ça me semble pas déconnant. Et voilà, donc je vais donner les Quakers vainqueurs, parce que je pense que l'attaque sera un petit peu dure à contrôler de la part du Big Red. Mais voilà, je pense quand même que le Big Red peut poser des problèmes, mais je pense que là, il y a une différence peut-être de niveau un peu plus importante que d'habitude. La question, c'est de savoir est-ce que Jared Richardson va être capable de donner tout son talent face à la défense du Big Red qui fonctionne plutôt bien, et est-ce que les Quakers vont être capables de se mettre à l'abri, parce que ça a été ça peut-être aussi la difficulté face au match contre les Bears, c'est que ils ont un petit peu laissé les Bears dans la partie. Alors effectivement ils ont compté souvent 14 points d'avance, mais les Bears avaient tendance à recoller à 7 points, donc attention, si vous donnez l'opportunité à Cornell de revenir, on a vu qu'il le faisait, donc attention aux Quakers. Mais je vais quand même donner Penn vainqueur, mais le spread couvert par
le Big Red. Dernier match de la semaine, c'est Princeton qui se déplace du côté de Dartmouth. Dartmouth est donné favori de 8,5 points. Princeton, rien ne va plus, qu'on soit très clair. La défaite contre Cornell, alors certes à l'extérieur, mais défaite à Cornell quand même. Je veux voir quel dégâts ils ont fait sur le mental des joueurs. De la même façon, Dartmouth sort une défaite aussi compliquée face à Harvard. Donc à suivre. Je vais quand même donner le Big Green vainqueur, mais je vois bien Princeton les emmerder jusqu'au bout. Et pourquoi pas, soyons fous, marquer un point en deuxième mi-temps, hein, sait-on jamais. Donc voilà, donc je vais donner le Big Green vainqueur, parce qu'il y a quand même plus de certitude du côté de Dartmouth par rapport à Princeton, et que Princeton, je pense, a lâché maintenant avec cette défaite. Le titre d'Ivy League est quasiment inatteignable. Donc voilà. Pour Dartmouth aussi, hein, que ce soit très clair, ça va être compliqué, mais sait-on jamais. Donc voilà, donc je vais donner nos amis du Big Green vainqueur de Princeton, mais Princeton qui couvre le spread. Voilà, donc une semaine un petit peu moins chargée que d'habitude, avec des spreads un peu plus éparpillés. Je crois que le plus faible c'est 8,5 points, donc voilà, on s'attend pas forcément à ce que les matchs soient serrés, mais potentiel quand même d'upset du côté de Penn avec un Cornell bien motivé, et pourquoi pas du côté de Dartmouth avec Princeton qui veut se racheter. Voilà, donc je ne sais pas encore s'il y aura une émission la semaine prochaine, parce que je serai pas présent pour samedi pour les matchs. Alors soit j'arrive un peu à les rattraper, mais c'est un petit peu compliqué parfois, soit je n'y arrive pas, enfin bref, je verrai, mais a priori, il y aura peut-être pas forcément d'émission, en tout cas d'émission qui revient sur la semaine en cours. Je ferai peut-être une mini-émission de preview, parce que la semaine d'après, elle sera assez intéressante, avec quelques jolies rencontres à se mettre sous la dent, mais voilà, en tout cas, on est très clairement sur une semaine un petit peu plus off, donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais on ne sait jamais en avis. Alors, je vais faire le point par rapport au playoff FCS et la possibilité. Donc chaque semaine, je fais un petit peu le point vis-à-vis de ça. Donc là, très clairement, Harvard, s'ils finissent invaincus, forcément ils seront, parce qu'ils ont vaincu, ils ont battu la conférence, gagné la conférence, mais plus ça avance, plus il y a vraiment une possibilité d'avoir deux équipes. Alors, si la possibilité existe, et je répète, si Yale bat Harvard sera at large, je pense. Si Harvard bat Yale, je pense qu'il n'y aura qu'une seule équipe qui sera en playoff. Voilà, très clairement on est là, mais comme je n'ai pas, je n'ai pas de certitude sur ce qui va se passer sur les matchs, parce que je pense que Harvard va être le grandissime favori. Je pense que Harvard va finir la saison invaincu et sera le seul et unique représentant de l'Ivy League en playoff FCS cette année. Voilà, je vous remercie de votre écoute pour cette 8e épisode de la saison, 8e je crois épisode de la saison, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!